Monsieur De Crowley, tête de liste Vega. Pour Vega, il ne suffit pas d'apporter une touche de socialisme à l'écologie ou une touche d'environnement au socialisme. Il faut mettre en place un nouveau pacte social, car celui sur lequel est fondée la social-démocratie s'effondre. Il faut relocaliser l'économie, réindustrialiser nos régions, mais pour produire des biens dont nous avons réellement besoin. Dans le Parlement européen, c'est que c'est l'un des seuls parlements européens, des seuls parlements du monde où on ne légifère pas. Quand vous entendez Parlement, en principe, vous pensez confection des lois, élaboration des lois. Mais le Parlement européen n'a pas ce pouvoir. Il a un pouvoir important en matière budgétaire, mais c'est à peu près le seul domaine où il a vraiment un pouvoir et les clés en main. Dans tous les autres domaines, il a un pouvoir d'influence, un pouvoir d'interpellation. Et c'est souvent aussi un organe qui est complètement assiégé par toutes sortes de lobbyistes du monde privé qui représentent des intérêts divers, mais qui sont extrêmement nombreux, de plus en plus nombreux autour des parlementaires européens. La petite touche positive que je veux quand même amener, c'est qu'au Parlement européen, contrairement à ce qui se passe souvent, trop souvent dans des parlements nationaux, vous pouvez avoir des majorités à géométrie variable selon les enjeux, selon le type de question qui est abordée. Vous pouvez avoir des votes, par exemple, du sud de l'Europe contre le nord. Vous pouvez avoir des votes qui se différencient en fonction d'axes idéologiques ou de pays qui ont, par exemple, beaucoup d'intérêt en matière de pêche par rapport à d'autres qui en ont moins. Donc il y a au Parlement européen une dynamique de construction du compromis et de la réflexion politique qui me paraît parfois plus intéressante que celle un peu privée et un peu stérile et un peu fermée qu'on connaît la plus souvent dans nos parlements nationaux et régionaux. Si j'étais élu, je siégerais certainement dans le groupe de la gauche unitaire européenne, qui est le groupe qui va probablement le plus évoluer en nombre de sièges le 25 ou le 26 mai. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un groupe d'opposition à, je dirais, la gauche traditionnelle? C'est un groupe qui peut nouer des alliances? Non, je ne crois pas que c'est un groupe d'opposition à la gauche traditionnelle. C'est un groupe qui, à mon avis, renourrit la gauche traditionnelle, la réinterpelle effectivement sur un certain nombre de choses, notamment sur sa conception de l'économie, sur l'opportunité de rompre avec un modèle qui domine aujourd'hui jusque dans les esprits des socialistes et des écologistes, c'est-à-dire un modèle avec lequel on s'accommode peu ou prou. On suit la tendance générale. Pas mal de ceux qui se disent progressistes aujourd'hui me donnent l'impression de marcher sur un escalator en ayant l'impression de monter. Le problème, c'est que l'escalator, il descend plus vite qu'il ne monte. Et puis, en plus, de temps en temps, il trébuche. Il vote comme le PS et comme Écolo l'a fait, donner les traités qui ont préfiguré, les mesures qui ont préfiguré le TSCG, par exemple. On va parler du six-pack. Tout en disant après qu'il ne faut pas voter le TSCG, qui était précisément la conséquence de tout ça. Donc il y a aussi une question de cohérence. Et ça, effectivement, c'est à mon avis un des grands problèmes et une des grandes hypothèques qui pèsent sur l'idée même de construire un front progressiste au Parlement européen. C'est cette ambiguïté, cette difficulté d'être cohérent à un certain nombre d'occasions, comme celle que je viens de citer, et comme d'autres sur lesquelles je vais revenir. Mais si demain le traité venait à être négocié par la Commission, qu'est-ce qu'il en adviendrait? Comme c'est quand même la Commission qui négocie, c'est pas le Parlement, c'est pas... Oui, elle le fait dans la plus grande opacité. Mais vous savez, 3 dates simplement à propos de ces questions de politique commerciale sur lesquelles je travaille depuis une quinzaine d'années en fait. 3 dates. La première, 99-2003. PS, Écolo et MR au pouvoir au gouvernement fédéral belge. Cette période a vu l'explosion du nombre d'accords bilatéraux sur investissement votés, ratifiés par le Parlement belge. L'explosion exponentielle.
On sortait de la mort de l'accord multilatéral sur l'investissement, qui avait été prononcé par le gouvernement français, mais ces gens se sont mis à pondre à vitesse accélérée des accords bilatéraux sur l'investissement pour essayer de remanier le plus rapidement possible ce qu'ils venaient de perdre au niveau multilatéral. Et malheureusement, au cours de cette période-là, la Belgique s'est avec zèle associée à ce mouvement. Deuxième date, qui me paraît significative aussi et qui est beaucoup plus proche, le 23 mai 2013. Le 23 mai 2013, nous avons un premier débat au Parlement européen, c'est il y a moins d'1 an, sur cette question-là. Et ce débat porte sur la possibilité d'avoir une étude d'incidence commanditée par les instances européennes sur les risques potentiels que comporterait le traité qui est envisagé. Et non seulement il est débattu à propos de cette étude d'incidence, mais en plus, il est proposé qu'on ne statue pas sur ce traité et qu'on reporte l'entrée en négociation et le point de vue du Parlement européen sur le mandat qui va être donné à la Commission, qu'on reporte tout ça après cette étude d'incidence, de façon à ce que le Parlement puisse éventuellement donner mandat, mais de façon éclairée sur les enjeux. Eh bien, ce jour-là, donc le 23 mai 2013, on a trouvé 3 partis belges, le MR, le PS et le CDH, pour s'opposer à cette possibilité qu'on fasse une étude d'incidence et qu'on reporte l'entrée en négociation et les précisions sur le mandat de la Commission à une période postérieure à la publication de cette étude d'incidence. Donc, voilà une deuxième date qui est quand même significative, et quand je parlais de cohérence tout à l'heure, c'est à ce genre de comportement-là que je fais évidemment allusion. Et puis une troisième date, si vous voulez bien, encore plus récente, c'est celle du 16 avril 2014. Bon, là, on est vraiment à moins d'1 mois d'ici, et ce jour-là, on aborde au Parlement européen la question de l'ISDS. Qu'est-ce que c'est l'ISDS? Ça veut dire Investor State Dispute Settlement. C'est le mécanisme d'arbitrage, le mécanisme de comité privé d'arbitrage qui est au cœur de la dynamique de ce grand marché transatlantique et qui va, comme on venait de l'expliquer il y a un instant, donner tout pouvoir aux investisseurs et aux défenseurs du secteur privé pour attraire, s'ils estiment leurs intérêts lésés, des États devant ces comités d'arbitrage et les y faire condamner au paiement de lourdes indemnités. C'est déjà un marché extrêmement juteux dans d'autres domaines, à l'OMC notamment, pour une série de cabinets d'avocats d'affaires. Ce mécanisme est donc au cœur de ce grand marché transatlantique. Il est évident qu'il faut, si on est contre ce grand marché transatlantique, effectivement le briser dès qu'on aborde cette question du mécanisme. Et là encore, malheureusement, le 16 avril 2014, on a vu des parlementaires socialistes, Mme de Keyser et M. Dardenne, de régionaux de l'État, n'est-ce pas, voter en faveur de ce mécanisme. Alors, moi je veux bien qu'on nous dise ici qu'on est contre, qu'on va voter contre et qu'on est très inquiet, etc. Mais il faut savoir, on a d'une part le président du groupe socialiste qui n'arrête pas de se complaire en éloge à l'égard de ce traité en disant qu'il est vecteur de prospérité, qu'il va susciter de l'emploi, qu'il va renforcer l'économie des 2 pôles transatlantiques. Et puis, on a des gens qui nous disent ici, on est avec vous dans les comités de réflexion, dans les cercles d'études et dans les manifestations contre le TTIP. Alors, il faudrait savoir. Alors, Vincent de Crolly, est-ce qu'on peut revenir en arrière sur l'austérité et comment et avec quelle force? C'est évidemment la grande question. Et je crois qu'on peut et qu'il faut revenir en arrière. Donc moi je crois qu'il faut un nouveau traité, un traité qui refonde l'Europe. Je suis de ceux qui pensent qu'on ne doit pas quitter l'Europe, mais qu'on doit la refonder de façon tout à fait radicale, autour de trois axes, si vous voulez. D'une part, et ça réfère au début de notre débat de ce soir, une réorganisation institutionnelle qui donne vraiment un rôle d'élaboration des lois, d'initiative législative au Parlement européen et qui remet la Commission dans un rôle beaucoup plus d'avis, d'éclairage, mais pas dans ce rôle d'impulsion et de cadrage extrêmement précis qu'elle a aujourd'hui.
réorganisation institutionnelle. Deuxième axe, un traité qui intègre la notion d'évolution sur le plan social, avec comme norme l'idée d'une clause du travailleur le plus favorisé, et un principe donc de convergence vers le haut. Vous savez, c'est quelque chose aussi qu'on connaît dans les matières de politique internationale, d'investissement, de commerce, etc. Il y a la clause de la nation la plus favorisée. Ça veut dire que vous devez traiter l'État qui se présente à vos portes, à vos barrières douanières, de la même manière que l'État avec lequel vous êtes le plus souple. Eh bien, nous pensons qu'il faut aussi, en matière sociale, aujourd'hui, une clause du travailleur le plus favorisé. Ça veut dire que dans le domaine, par exemple, de la protection sur les lieux de travail, eh bien, on voit celui des travailleurs des États membres qui bénéficient de la protection la plus intéressante sur cet aspect-là des choses, et ça devient l'objectif, la norme que progressivement on impose aux États de rejoindre avec un calendrier et une feuille de route contraignante. C'est le contraire de la directive actuelle sur... C'est le contraire de ce qui se passe maintenant, c'est le contraire de la reconnaissance mutuelle qui effectivement ne veut déboucher de faire des nivellements par le bas, une spirale toujours plus centrée sur la mise en compétition des États et des travailleurs. Donc voilà, le mieux-disant social. Et puis il y a un aspect, évidemment, ça ne vous étonnera pas, environnemental. Et là, je crois qu'il faut rompre définitivement avec cette idéologie du développement durable qui, je pense, a vraiment fait son temps et qui a permis jusqu'ici, principalement, au capitalisme de bénéficier de 20 ou 30 ans de moratoire et d'alibi, finalement. Parce que le développement durable, il a abouti, finalement, à un verdissement, dans le meilleur des cas, de certains pans marginaux et superficiels de l'économie, tout en nous éloignant très nettement, les scientifiques, le GIEC le disent, des objectifs qu'on s'était fixés à Kyoto. Je vous rappelle, stabilisation du réchauffement à un maximum d'augmentation de 2 degrés centigrades. Selon la plupart des études aujourd'hui, on se situe entre plus 4, voire plus 6 degrés centigrades. Donc on n'est même pas dans une dynamique où on pourrait dire, bon, on n'a pas tout de suite, mais au moins on converge et on évolue vers quelque chose qui se rapproche de l'objectif. Non, on est en train de s'en éloigner. Ça veut dire que les concepts qui ont prévalu jusqu'à présent doivent être revus ou abandonnés. Nous pensons qu'ils doivent être abandonnés. Ça veut dire qu'on doit faire son deuil, et là ça me distingue certainement de ma voisine du PTBGO, on doit faire son deuil du mythe de la croissance indifférenciée linéaire. Nous ne pensons pas, nous, qu'être progressiste aujourd'hui, c'est simplement déplacer un curseur vers plus de pouvoir d'achat, etc. Il faut ça, mais il ne faut pas que ça. Il faut qu'on aille vers une politique qui place comme objectif l'idée de réduire l'empreinte écologique, de réduire la pression sur l'environnement de l'activité humaine, industrielle, technologique, et qui conditionne l'aval du politique à un certain nombre de nouveaux produits, de nouveaux projets industriels, de nouvelles technologies, à un examen précis sur la contribution de ce nouveau projet, de ce nouveau produit, de cette nouvelle technologie, à la réduction de l'empreinte écologique. C'est seulement à cette condition-là qu'on pourra commencer à rembourser cette autre dette qui est au moins aussi inquiétante que celle dont on parle trop aujourd'hui, la dette environnementale. Et il faut donc sortir de ce principe qui est aujourd'hui mis en avant et qui a montré toutes ses limites, de ce principe d'échange de droits de polluer sur une espèce de système boursier où on négocie des droits de polluer, on se les achète, on se les échange en fonction de prix qui sont fixés, comme sur tous les marchés, par la pseudo-loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire en fait par la loi du plus fort, avec tout ce que ça comporte, effets assez erratiques, parfois tout à fait aléatoires et spéculatifs. Donc il faut sortir de cela, et ça me distingue très probablement aussi de la famille verte européenne et internationale. Il faut sortir de ça parce que ça consiste finalement à essayer de guérir le mal par le mal. On cherche à s'affranchir des contraintes du modèle capitaliste en réinstaurant dans notre politique de lutte contre les atteintes graves de l'activité humaine à l'environnement un système qui s'en inspire directement avec ce système boursier des droits de polluer. Il faut sortir de ça et aller vers la réduction de l'empreinte écologique comme critère transversal et fondamental d'évaluation et d'orientation de toute politique.
Les décisions déléguées par le Parlement à la Commission sont l'occasion de faire fonctionner des groupes d'experts dans lesquels on ne sait absolument pas qui siège et dans lesquels c'est l'opacité totale. La Banque Centrale Européenne ne joue pas son rôle, elle a un rôle qui lui est vraiment dicté par les intérêts des créanciers. Est-ce que ce n'est pas, au fond, assez logique que les Européens se détournent de ces institutions-là? Et qu'est-ce que vous diriez pour les dissuader de se détourner? Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens qui sont tentés par soit le vote de protestation, soit l'abstention demain? Il y a évidemment tout un travail pédagogique à faire, mais la première des pédagogies, pour moi, passe par le fait d'être capable de redonner l'espoir. Et je pense qu'une des grosses difficultés que le monde politique a aujourd'hui, y compris à gauche, c'est la tendance à confondre les objectifs à long terme et à les oublier au profit de la défense du dernier compromis qu'on vient de passer dans la gestion très concrète et immédiate de l'affaire publique, des affaires publiques. Et c'est ça, à mon avis, qui pose problème. Il y a beaucoup trop de culture politique de la tête dans le guidon. Il y a aussi chez certains une tendance à être content d'y être, quoi. On est dans la cour des grands et ça passe, cette image passe. C'est de l'ordre du non-verbal. Il n'y a personne évidemment qui déclare ça, mais les gens le sentent. Ils sentent cette espèce de consensus mou, cette tendance à converger vers des logiques qui justifient finalement le monde comme il va. Peut-être une certaine impuissance aussi. Avec une certaine impuissance et qui s'accroît avec des dynamiques du type TSCG. Il est évident que le politique se coupe pas seulement les mains, il se coupe les bras. Il y a quelque chose qui dans cette logique-là, empêche le politique de répondre autrement que par de la communication. Et de la communication au mauvais sens du terme. Il faut de la communication. On est responsable politique, donc on doit répondre de ce qu'on fait, de ce qu'on ne fait pas, de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Moi, j'ai pas de problème avec l'idée de communication. Ça fait partie de la pédagogie dont je parlais il y a un instant. Mais j'ai parfois l'impression que chez certains, la communication finit par être un argument commercial comme un autre qui permet de faire passer à peu près n'importe quoi avec une bonne campagne, un bon communicant. Et ça, il faut sortir de ça parce que même si ça peut paraître joli à l'émetteur de ce genre de message, je pense que les gens finissent par comprendre qu'il y a quelque chose de faux, de chiqué là-dedans, et ils le comprennent d'autant plus qu'ils sont confrontés à des situations de pauvreté, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de non-démocratie, de plus en plus grave. Comment faire en sorte qu'il y ait, et s'il en faut une, politique étrangère commune? Oui, nous, les gars, nous pensons qu'il en faut une. Pour nous, elle passe notamment par une autonomisation vis-à-vis de l'OTAN. Nous pensons qu'il faut sortir par l'idée qu'on ne puisse pas continuer à mener des interventions de type militaire en dehors du territoire européen autrement que sous mandat onusien et exclusivement dans le cadre d'opérations de maintien de la paix de type peacekeeping, pas d'imposition de la paix. Et nous pensons aussi qu'on doit militer et agir concrètement pour une réforme de l'Organisation des Nations Unies, notamment l'octroi de plus de poids à l'Assemblée générale et la suppression du système du droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Sur l'affaire ukrainienne, nous pensons qu'on a remplacé malheureusement avec le soutien à peine voilé de l'Union européenne une oligarchie par une autre, et qu'on assiste en réalité par paramilitaires interposés d'un côté et armées ukrainiennes de l'autre à la confrontation d'États qui en fait relayent leurs intérêts privés, relayent leurs intérêts même mafieux dans certains cas. Et ça nous préoccupe beaucoup de voir le soutien quasi inconditionnel de l'Union européenne au nouveau gouvernement ukrainien, qui comprend 3 ministres, notamment issus du parti Svoboda, qui est un parti fascisant très net, donc qui a peut-être un peu arrondi les angles au cours des derniers mois, mais qui vient d'où il vient et qui n'est pas n'importe quel type de parti.
avec des nominations notamment au niveau de la justice ou au niveau de certains gouverneurs de provinces ukrainiennes de gens qui sont notoirement fascistes. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Maintenant, par ailleurs, nous avons aussi des questions sur la manière dont les choses se sont organisées du point de vue de Poutine. L'annexion de la Crimée et le pseudo-référendum qui s'est instauré là sous tutelle militaire russe, ça n'est pas non plus notre tasse de thé. Alors on parlait aussi de la question méditerranéenne. Mais juste vous dire une chose, parce que je pense que la pédagogie, ça reste quand même quelque chose d'important. Bien sûr, le Conseil de l'Union européenne, dans un rapport récent sur les conclusions qu'il a tirées de l'actuelle évolution des négociations, continue, dans une grande pusillanimité, à renvoyer les deux parties dos à dos comme s'ils avaient une égale responsabilité dans le blocage ou les difficultés que ces négociations rencontrent. On met sur le même pied, par exemple, des actes unilatéraux qui consistent pour l'autorité palestinienne à tenter d'obtenir sa reconnaissance à l'ONU via un certain nombre d'agences. Ça, ce sont des actes unilatéraux. On met ça sur le même pied que la colonisation des territoires occupés qui continue depuis des décennies, sans qu'on s'en émeuve de façon très précise de la part de l'Union européenne. Et puis, je vous disais pédagogie. Sur une question comme celle-là, de nouveau, on revient finalement souvent à cette politique commerciale internationale qui est appelée malheureusement à restructurer complètement l'espace européen et international si on y prend garde. On a voté en octobre 2012, le 23 octobre 2012, un protocole ACAA, un protocole de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du pourtour méditerranéen, dont Israël. Protocole dont Israël était particulièrement demandeur, notamment pour faciliter l'écoulement de certains produits pharmaceutiques produits par son industrie sous des labels comme Teva et d'autres. Eh bien, ce type de protocole a été voté sans conditionnalité et il a été voté PS et MR pour, CDH et Philippe Lamberts contre et Isabelle Durand abstention. Mais ça aussi, c'est le type de signal qui ne nous paraît pas bon. Je trouve que dans ce type d'enjeu-là, où on abarre effectivement sur la possibilité d'imposer un certain nombre de choses, il est dommage qu'on se voile la face ou qu'on se bouche les oreilles et qu'on vote banalement ce genre de traité sans en profiter pour faire le vide. Oui, je pense qu'on en court le risque et je partage assez bien le point de vue qui vient d'être exprimé sur la neutralisation des mouvements sociaux de façon policière. Moi, ce qui me paraît important, c'est pas tellement qu'il y ait une coordination policière qui se développe en Europe. Il y a deux choses qui me paraissent importantes. C'est d'une part les objectifs et les priorités de cette coordination policière quant au contenu des politiques criminelles qu'elle mettrait en œuvre, et d'autre part le permanent besoin, la permanente nécessité d'un contrôle judiciaire sur ce que ce corps ferait. Parce que si vous laissez partir des policiers, des enquêteurs sans contrôle judiciaire, vous perdez l'équilibre entre le travail à charge et à décharge, le souci du respect des libertés, la présomption d'innocence, et d'autre part la nécessité d'une certaine efficacité dans la recherche et dans l'enquête. Donc il faut que cet équilibre soit maintenu, et donc pour moi, la condition de toute évolution dans la coordination d'effectifs policiers en Europe, elle est d'abord structurelle. Il faut que cela soit sous un contrôle judiciaire. Et la deuxième condition, là c'est plus lié à la politique que ces corps policiers intégrés mettraient en œuvre. Je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion démocratique sur les priorités qu'on donne à ces policiers coordonnés. Moi, ça ne m'intéresse effectivement pas qu'au nom de l'antiterrorisme, ils commencent à développer et amplifier encore les mesures d'atteinte à la vie privée qu'on connaît déjà aujourd'hui, les mesures préventives qu'on évoquait, qu'Aurélie Decoune évoquait il y a un instant. Ça n'est pas pour moi une priorité acceptable. Mais par contre, si on développe la lutte contre la traite des êtres humains, la lutte contre un certain nombre de mouvements mafieux, la fraude fiscale et les problèmes de blanchiment, etc., si ces priorités-là sont clairement assignées à ces corps intégrés, et effectivement, je pense qu'un
un organe policier maintenu au niveau national est relativement démuni par rapport à ces phénomènes qui tirent notamment leur puissance de leur caractère transfrontalier. Donc l'Europe est effectivement une dimension et un niveau d'intervention pertinent. Mais il faut que ce soit ces priorités-là et que la structure de contrôle judiciaire soit assurée.